Il était venu au cimetière pour dire une nouvelle fois adieu à ceux qu'il croyait morts. Mais un pauvre garçon lui murmura une simple phrase et l'emmena vers un tout autre endroit. Ce que le biker découvrit à la décharge bouleversa sa vie et révéla une terrible vérité que personne n'aurait jamais dû connaître. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo. Le vent d'automne parcourait le cimetière comme une respiration lente et fatiguée, soulevant les feuilles sèches pour les faire glisser entre les pierres tombales. Elles s'accrochaient un instant au bord de marbre, puis retombaient, obéissant à une gravité ancienne, indifférente à la douleur humaine. L'air était froid, non pas brutal, mais pénétrant, comme s'il cherchait à entrer sous la peau pour rappeler à chacun que l'été était loin, que la chaleur ne reviendrait pas avant longtemps. Les allées étaient presque vides. Ici, le temps semblait suspendu, figé dans une lenteur solennelle où chaque pas résonnait plus fort qu'ailleurs. Mike Carter se tenait immobile devant deux petites tombes voisines. Grand, large d'épaules, le corps marqué par des années de tension et de combats silencieux, il paraissait à la fois imposant et étrangement fragile. Son regard était lourd, chargé d'un passé que beaucoup préféraient ne pas connaître. Autrefois, on le craignait. Autrefois, son nom suffisait à faire taire des conversations. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un homme qui venait ici encore et encore, comme si la répétition pouvait modifier la fin de l'histoire. Sur le marbre clair étaient gravés deux noms, Chloé Carter, Mia Carter, les mêmes dates de naissance, les mêmes dates de mort, 6 années de vie interrompues le même jour. Mike fixait ces chiffres avec une attention presque douloureuse. Les dates n'étaient pas de simples informations. Elles étaient des preuves, des verdicts. Chaque fois qu'il les lisait, quelque chose se refermait en lui, comme une porte qu'on claquait sans prévenir. Il posa lentement un petit bouquet de marguerites entre les deux pierres. Des fleurs simples, sauvages, presque modestes. Les préférées des filles. Elles en cueillaient partout, les rapportaient à la maison avec un sérieux attendrissant, les disposaient dans des verres mal assortis qu'elles considéraient comme des vases. Mike se souvenait de leurs mains sales de terre, de leur sourire fier lorsqu'elles lui offraient ces bouquets imparfaits. Ici, au cimetière, les marguerites semblaient déplacées, trop vivantes pour cet endroit figé. Pourtant, il les apportait toujours. C'était sa manière de maintenir un lien, aussi fragile soit-il. Il s'agenouilla devant les tombes, posa une main sur le marbre froid et resta ainsi, silencieux. Il n'attendait rien, il ne priait pas. Il était simplement là, parce que l'absence était encore plus insupportable ailleurs. 1 an s'était écoulé depuis l'accident, mais la douleur ne s'était pas émoussée. Elle avait changé de forme, voilà tout. Elle n'était plus une explosion, mais une pression constante, sourde, qui l'accompagnait à chaque instant. L'accident. Le mot revenait toujours, brutal dans sa simplicité. Une route, une fraction de seconde. Sa femme, Lorraine, morte sur le coup. C'est ce qu'on lui avait dit. Pour les filles, on lui avait parlé de blessures trop graves, d'un choc dont elles ne s'étaient pas relevées. Il n'avait pas tout vu. Il avait entendu. Il avait lu. Il avait signé. Des papiers, des formulaires, des autorisations. Tout s'était enchaîné comme dans un cauchemar administratif où l'on obéit parce qu'obéir est plus facile que penser. Il avait suivi les instructions parce que son esprit s'accrochait à ses gestes mécaniques pour ne pas se briser complètement. Après les funérailles, la maison n'avait plus été une maison. Ce n'était plus que des murs étrangers, trop silencieux, trop grands. Les rires avaient disparu. Les jouets étaient restés là où ils avaient été laissés, comme des témoins muets d'une vie qui n'existait plus. Mike avait essayé de survivre comme il le pouvait. Les nuits froides, les décisions brutales, la colère dirigée contre le monde entier et surtout contre lui-même. Il savait que ces méthodes n'étaient pas des solutions, mais elles anesthésiaient la douleur, ne serait-ce qu'un instant. Ce jour-là, au cimetière, la douleur semblait plus vive encore. Peut-être était-ce l'automne, peut-être la date, peut-être simplement la fatigue de porter tout cela seul. Il resta longtemps à genoux, la tête baissée, lorsqu'un son inhabituel brisa le silence. Une voix, faible, enfantine. Mike releva brusquement la tête. À quelques pas de l'allée se tenait un garçon. Maigre, sale, vêtu de vêtements usés qui semblaient avoir perdu leur fonction première depuis longtemps. Son visage portait les traces de coups anciens,
des ecchymoses jaunis, et ses yeux étaient trop sérieux pour son âge. Des larmes avaient laissé des sillons sur ses joues, séchés presque aussitôt par le vent. Mike se redressa d'un mouvement instinctif. Son corps se tendit, adoptant sans qu'il le décide cette posture qui avait autrefois suffi à dissuader les problèmes, celle de l'homme dangereux. Il s'attendait à ce que le garçon s'enfuit, mais il ne le fit pas. Il resta là, immobile, comme s'il se forçait à tenir bon. Le garçon s'appelait Ethan. Mike ne le savait pas encore. Il vit seulement un enfant qui n'était pas venu demander de l'argent, ni chercher de la pitié. Il était venu avec quelque chose de plus lourd que cela. Il inspira profondément, comme s'il se préparait à dire une vérité trop grande pour lui. Il parla à voix basse, mais chaque mot tomba avec une clarté insoutenable. Il dit qu'il avait vu 2 filles. Il dit qu'elles étaient vivantes. Il dit qu'elles se trouvaient à la décharge municipale, près de l'ancienne zone industrielle. Mike sentit son cœur se contracter violemment. Il voulut réagir, crier, nier. Mais le garçon continua. Il prononça 2 noms. Chloé, Mia. Les sons résonnèrent dans l'air froid comme des coups portés à la réalité elle-même. Ethan décrivit les filles avec une précision troublante. 2 visages presque identiques, des corps maigres, une peur constante dans leurs gestes, et cette petite marque au-dessus du sourcil de l'une d'elles, souvenir d'une chute de vélo, un détail que seul quelqu'un qui les connaissait vraiment pouvait mentionner. La colère monta en Mike, brûlante, l'espoir aussi, et l'espoir faisait encore plus mal. Il avait appris à se méfier de cette sensation parce qu'elle pouvait le détruire en un instant si elle se révélait fausse. Il regarda le garçon. Ethan ne ressemblait pas à un menteur. Il ressemblait à un enfant qui avait appris trop tôt que dire la vérité pouvait coûter cher. Ethan ajouta que les filles étaient au-delà depuis un moment, qu'elles avaient faim, qu'elles se cachaient, qu'elles avaient peur des adultes. Pas une peur vague, mais une peur profonde, celle de ceux qui ont été abandonnés et trahis. Ces mots frappèrent dans Mike avec une violence nouvelle. La peur dans les yeux de ses filles, même imaginée, lui était insupportable. Il resta silencieux quelques secondes, luttant contre le vertige qui le saisissait. Puis il se leva. Il ne posa pas de questions inutiles. Il ne demanda pas de preuves supplémentaires. Quelque chose au fond de lui avait déjà pris une décision. D'abord par colère, ensuite par désespoir, et enfin parce qu'il ne pouvait tout simplement pas faire autrement. Il fit un pas vers Ethan, puis un autre. Derrière lui, les 2 petites tombes restaient immobiles, silencieuses. Mike n'osa pas se retourner. Il suivit le garçon hors du cimetière, sans savoir encore que ce pas-là venait de fissurer la certitude de la mort et d'ouvrir un chemin dont il ne pourrait plus jamais revenir. Ils quittèrent le cimetière sans échanger un mot. Derrière eux, les allées silencieuses et les pierres froides restaient immobiles, comme si rien ne s'était produit, comme si le monde n'avait pas vacillé une seconde plus tôt. Mike marchait d'un pas lourd, conscient de chaque mouvement de son corps, de chaque respiration trop courte. Ethan avançait devant lui, légèrement voûté, mais avec une assurance étrange pour un enfant si frêle. Il ne se retournait pas, comme s'il craignait que le moindre regard en arrière puisse faire disparaître ce qu'il venait d'annoncer. À mesure qu'il s'éloignait du cimetière, la ville changeait de visage. Les rues bordées d'arbres laissèrent place à des routes plus larges, plus nues, où le béton dominait. Les bâtiments devenaient plus bas, plus délabrés. Des entrepôts abandonnés se succédaient, leurs fenêtres brisées semblant observer les passants avec une indifférence lasse. L'air lui-même semblait différent, plus lourd, chargé d'une odeur métallique et stagnante. Mike sentit son estomac se nouer. Chaque pas l'éloignait du monde des vivants qu'il connaissait. Chaque pas le rapprochait d'un lieu qu'il redoutait sans encore le voir. Ethan se déplaçait avec une facilité troublante. Il évitait instinctivement les trous dans la chaussée, les zones boueuses, les endroits où traînaient des débris coupants. Pour lui, ce n'était pas un territoire hostile, mais un espace familier. Mike observait ce garçon qui connaissait trop bien les marges de la ville. Il comprenait, sans qu'aucun mot ne soit prononcé, que la décharge n'était pas seulement un endroit que l'on traverse. C'était un lieu où l'on survit. L'odeur les atteignit bien avant qu'ils ne voient quoi que ce soit. Un mélange de pourriture, de plastique chauffé par le soleil pâle, de rouille humide. Mike inspira malgré lui et sentit cette puanteur lui brûler la gorge. La décharge apparaissait enfin, immense, chaotique, comme une cicatrice béante au bord de la ville. Des montagnes de déchets s'élevaient, composées de métal tordu, de vieux matelas éventrés,
de carcasses de voitures, de cartons détrempés. Tout semblait empilé sans logique, formant un labyrinthe dangereux où chaque pas pouvait être le dernier. Ils s'enfoncèrent dans ce dédale. Le sol était instable, parfois mou, parfois dur et coupant. Mike devait faire attention à ne pas glisser, à ne pas se blesser. Mais sa peur principale n'était pas pour lui. Elle était pour ce qu'il allait peut-être trouver ou ne pas trouver. Son esprit oscillait sans cesse entre deux extrêmes. D'un côté, l'image de ses filles vivantes, respirant encore, l'attirait avec une force presque insoutenable. De l'autre, la crainte d'une illusion cruelle, d'un mensonge involontaire, le paralysait. Ethan s'arrêta finalement près d'un amas de déchets plus élevé que les autres. Des planches de bois, des bâches sales, des cartons renforcés par des morceaux de métal formaient une sorte de mur fragile. À première vue, cela ressemblait à un simple tas de détritus parmi tant d'autres. Mais le garçon leva la main, signalant à Mike de s'arrêter. Le silence s'épaissit soudain, seulement troublé par le cri lointain de corbeaux et le grondement sourd de la ville. Un léger mouvement attira l'attention de Mike. Une bâche se souleva à peine. Une petite main apparut, sale, tremblante. Puis un visage. Un visage amaigri, encadré de cheveux emmêlés. Les traits étaient familiers au point de lui couper le souffle. Puis un second visage se montra, presque identique, mais plus hésitant, se cachant à moitié derrière le premier. Le cœur de Mike sembla s'arrêter. Il reconnut immédiatement ce qu'il avait pourtant tant redouté d'espérer. Chloé et Mia étaient là. Pas comme il les avait laissés dans ses souvenirs, pas comme sur les photos qu'il regardait parfois en cachette, mais vivantes, trop maigres, trop fatiguées. Leurs yeux cernés de noir portèrent une peur ancienne qui n'aurait jamais dû exister chez des enfants de cet âge. Chloé se tenait légèrement en avant, son corps tendu dans une posture de protection. Mia, elle, s'accrochait à la manche de sa sœur, comme si ce morceau de tissu était la seule chose solide dans un monde prêt à s'effondrer. Ce geste, Mike le connaissait. Mia avait toujours cherché un point d'ancrage lorsqu'elle avait peur. Cette simple reconnaissance le frappa plus fort que tout le reste. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta net. Il sentit l'urgence brûler en lui, l'envie de courir, de les prendre dans ses bras, de les arracher à cet enfer. Mais il vit leur réaction. Leurs corps se crispèrent, leurs yeux s'écarquillèrent. Ce n'était pas la reconnaissance qui venait en premier. C'était la peur. Une peur brute, instinctive, dirigée vers lui comme vers n'importe quel adulte. Cette peur le blessa plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Il comprit alors que le simple fait qu'elle soit en vie ne suffisait pas. Quelque chose s'était brisé en elle. Un miracle, oui, mais un miracle abîmé. Mike s'agenouilla lentement, faisant attention à chacun de ses gestes. Il s'abaissa pour se rendre moins imposant, pour ne pas les écraser de sa présence. Il tendit les mains, paumes ouvertes, sans chercher à les toucher. Il ne dit rien au début. Les mots lui semblaient dangereux, capables de tout gâcher. Les filles restèrent immobiles quelques secondes. Puis, très lentement, Chloé fit un pas. Elle observa son visage, comme si elle cherchait une confirmation, un souvenir précis. Mia suivit, toujours accrochée à sa sœur. Lorsqu'elles furent assez proches, quelque chose changea dans leur regard. La peur ne disparut pas complètement, mais elle se mêla à une reconnaissance hésitante. Elle savait. Sans pouvoir encore y croire totalement, elle savait. Elles se jetèrent finalement contre lui. Pas avec l'élan joyeux qu'il avait tant imaginé durant ces nuits solitaires, mais avec une prudence douloureuse. Leurs corps étaient raides, prêts à se détacher au moindre mouvement brusque. Mike les serra contre lui avec une infinie précaution, comme s'il tenait quelque chose de fragile, de presque irréel. Il sentit leur cœur battre trop vite, leur respiration saccadée. Elle l'aimait encore, mais elle ne faisait plus confiance sans réserve. Il les emmena loin de la décharge, loin de ce labyrinthe de déchets et de survie. Le trajet du retour lui sembla irréel, comme un rêve dont il craignait de se réveiller à tout instant. Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement, l'air y paraissait trop propre, trop calme. 1 an plus tôt, ce silence avait été insupportable. Maintenant, il était différent, chargé d'une tension nouvelle. Les filles mangèrent avec une rapidité qui le troubla. Trop vite, mais avec une attention excessive, comme si chaque bouchée pouvait être la dernière. Elles demandèrent timidement s'il était possible de garder un peu de nourriture pour plus tard.
Cette simple phrase serra la gorge de Mike. Il comprit alors à quel point la faim avait fait partie de leur quotidien. La nuit tomba, et avec elle vinrent les peurs. Les bruits de la rue faisaient sursauter Mia. Chloé regardait sans cesse la porte, les fenêtres, comme si quelqu'un pouvait surgir à tout moment. Lorsqu'il fut l'heure de dormir, elles refusèrent de se séparer. Elles demandèrent que les lits soient mal rapprochés. Mike accepta immédiatement, sans poser de questions. Il voyait bien que certaines blessures ne demandaient pas d'explication, seulement du respect. Lorsqu'il les observa enfin s'endormir, l'une contre l'autre, il ressentit une émotion qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Ce n'était pas encore de la paix, c'était une prise de conscience. Retrouver ses filles n'était pas la fin de la douleur, c'était le début d'une lutte bien plus complexe. Il comprit, dans le silence de cette nuit-là, que les avoir sauvées physiquement ne suffisait pas. Il allait devoir les protéger du monde, mais aussi de ce que le monde avait déjà fait d'elles. Le lendemain matin, la lumière entra dans l'appartement avec une douceur trompeuse. Elle se posa sur les murs, sur la table encore encombrée de vaisselle, sur les deux lits rapprochés où Chloé et Mia dormaient, serrées l'une contre l'autre. Mike resta longtemps immobile, dans l'embrasure de la porte, observant leur respiration irrégulière, la manière dont leur corps semblait chercher une sécurité même dans le sommeil. Il se sentait à la fois plein et vidé, porté par une force nouvelle et écrasé par la responsabilité qu'elle impliquait. Il savait que la nuit n'avait été qu'un répit. Le monde n'allait pas rester à distance par respect pour ce miracle fragile. Le téléphone sonna peu après. Un son bref, neutre, presque administratif. Mike décrocha sans réfléchir, encore enveloppé de cette vigilance sourde qui ne l'avait pas quitté depuis leur retour. La voix à l'autre bout du fil était calme, professionnelle, dépourvue de toute émotion. On lui demanda s'il était bien Mike Carter, puis on lui expliqua, avec une politesse mécanique, que selon les dossiers en vigueur, les enfants Chloé et Mia Carter étaient actuellement sous la tutelle de l'État. Les mots furent prononcés avec précision, comme des termes juridiques dépourvus de chair. Mike sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il demanda des explications, tentant de garder une voix stable. On lui répondit que, suite à l'accident survenu un an plus tôt, les deux fillettes avaient été retrouvées à proximité du lieu du drame, dans un état de choc avancé. Incapables de donner leur nom complet, sans adultes pour confirmer leur identité, elles avaient été enregistrées comme enfants sans représentants légaux. Une erreur, ajouta-t-on, d'un ton presque désolé, mais une erreur inscrite dans des documents officiels. Une erreur qui avait transformé des enfants vivants en orphelines sur le papier. Il écoutait, incapable d'interrompre ce flot d'informations absurdes. On lui expliqua ensuite que les filles avaient été placées dans une famille d'accueil. Quelques mois plus tard, elles avaient leur fugué. Les rapports mentionnaient une attitude renfermée, des signes d'angoisse, des ecchymoses inexpliquées, des mots prudents, vagues, suffisamment flous pour ne pas obliger à agir trop vite. Depuis leur disparition, elles étaient officiellement recherchées, mais les recherches avaient perdu de leur urgence avec le temps. La voix conclut en disant que la situation devait désormais être clarifiée par les services compétents. Lorsque l'appel se termina, Mike resta longtemps immobile, le téléphone toujours à la main. Clarifié. Ce mot résonnait comme une menace. Il regarda vers la chambre où dormaient ses filles. Elles avaient survécu à la faim, à la peur, à l'abandon, pour se retrouver à nouveau prises dans les filets d'un système qui n'avait pas su les protéger. Plus tard dans la journée, un rendez-vous fut fixé au bureau de la protection de l'enfance. Mike s'y rendit seul, laissant les filles chez lui, incapable de leur infliger ce nouveau choc. Le bâtiment était impersonnel, fait de couloirs trop blancs et de salles d'attente trop silencieuses. On le fit patienter longtemps, comme si le temps lui-même devait lui rappeler sa position d'infériorité. Il fut finalement reçu par un homme nommé Gary Norton, le responsable du service. Norton parlait avec une courtoisie froide, son regard glissant parfois sur Mike avec une curiosité mal dissimulée. Il évoqua le passé de Mike avec une prudence calculée, rappelant subtilement certaines altercations anciennes, des fréquentations douteuses, une réputation qui, selon lui, ne jouait pas en faveur d'une reprise de tutelle immédiate. Chaque phrase était polie, mais chacune portait une accusation implicite. Le message était clair. L'État déciderait si Mike était digne de ses propres enfants. La colère monta, rapide et violente. Mike sentit ses poings se serrer,
cette vieille impulsion familière prête à jaillir. Il imagina un instant balayer ce bureau, faire taire cette voix condescendante par la force. Mais une image s'imposa aussitôt à lui. Chloé et Mia, sursautant au moindre bruit, leur corps encore tendu lorsqu'il levait la voix, sans s'en rendre compte. Il comprit que s'il cédait à cette colère, il les perdrait une seconde fois. Il quitta le bureau sans éclat, mais avec une détermination nouvelle. Ce combat ne se gagnerait pas par la violence. Il lui fallait un autre chemin, un chemin qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vraiment emprunté, mais qui était le seul possible s'il voulait garder ses filles auprès de lui. C'est ainsi qu'il rencontra Sarah Mitchell. Elle était avocate, spécialisée dans les affaires familiales complexes. Elle ne lui promit rien. Elle ne tenta pas de le rassurer inutilement. Elle lui parla franchement. Son passé serait utilisé contre lui. Chaque erreur, chaque faux pas serait amplifié. Pour gagner, il devrait être irréprochable. Un domicile stable, un emploi régulier, un suivi thérapeutique, des preuves concrètes de sa capacité à offrir un environnement sain et sûr. Mike accepta sans discuter. Pour la première fois depuis longtemps, il n'agissait pas par défi ou par fierté, mais par amour. Pendant que Mike s'astreignait à cette discipline nouvelle, Sarah commença à examiner les dossiers. Plus elle avançait, plus le tableau se précisait et plus il devenait inquiétant. D'autres cas similaires apparaissaient. Des enfants placés trop rapidement, des contrôles bâclés, des rapports modifiés, des plaintes disparues. Toujours le même nom revenait, discrètement, en filigrane. Gary Norton. Il ne s'agissait pas seulement de négligence. C'était un système qui se protégeait lui-même, parfois au détriment de ceux qu'il était censé défendre. Mike aurait pu choisir une voie plus simple. Il aurait pu confronter Norton, user de ses anciennes méthodes, faire comprendre à sa manière que certaines limites ne devaient pas être franchies. Mais il savait désormais ce que cela coûterait. La peur dans les yeux de ses filles était devenue sa boussole morale. Il choisit donc la patience, la rigueur, le droit. Les semaines précédant l'audience furent parmi les plus éprouvantes de sa vie. Il apprit à maîtriser ses réactions, à parler calmement même lorsque tout en lui brûlait. Il suivit une thérapie, non par obligation, mais parce qu'il comprit qu'il devait affronter ce qu'il avait enfoui depuis l'accident. Il apprit à écouter ses filles sans les forcer à raconter, à respecter leur silence, à créer autour d'elles une routine rassurante. Les repas à heure fixe, les histoires avant de dormir, les matins qui se ressemblaient. Ces gestes simples devinrent des piliers invisibles. Un jour, lors d'une séance, Mike formula enfin ce qu'il n'avait jamais osé dire. Il n'avait pas seulement perdu sa femme et ses enfants. Il s'était perdu lui-même. Son chagrin avait pris la forme d'une fuite en avant, d'une destruction lente. Maintenant que ses filles étaient revenues, il n'avait plus le droit de sombrer. Pas s'il voulait les sauver pour de bon. Lorsque la date du procès fut fixée, Mike se sentit prêt d'une manière nouvelle. Il n'était pas sûr de gagner, mais il savait pourquoi il se battait. Et cette certitude, fragile mais tenace, le soutenait. Il ignorait encore que l'audience à venir mettrait à nu bien plus que sa propre vie. Elle allait révéler des vérités que personne n'avait voulu voir et offrir peut-être une chance définitive de tourner la page. Le jour de l'audience arriva plus vite que Mike ne l'aurait cru. Le matin était clair, presque indifférent à l'importance de ce qui allait se jouer. Il se leva avant l'aube, s'habilla lentement, choisissant des vêtements simples, sobres, comme s'il cherchait à disparaître derrière une normalité nouvelle. Le costume lui semblait étranger, le nœud de la cravate trop serré, mais il accepta cette gêne comme une étape nécessaire. Dans la chambre, Chloé et Mia dormaient encore. Il les observa un instant, puis sortit sans faire de bruit, emportant avec lui le poids de leur avenir. Le bâtiment du tribunal était imposant, froid, presque écrasant. Ses murs semblaient donc faits pour rappeler aux gens leur petitesse face aux lois et aux procédures. À l'intérieur, tout était réglé, minuté, ordonné. Mike sentit immédiatement la tension l'envahir. Chaque regard posé sur lui donnait l'impression d'être jugé avant même que l'audience ne commence. Sarah Mitchell l'accueillit avec un signe de tête rassurant, sans mots inutiles. Elle savait que ce jour-là, les paroles superflues n'avaient pas leur place. Lorsque l'audience débuta, la salle était silencieuse. Les représentants de l'État prirent la parole les premiers. Leur discours était précis, méthodique. Ils évoquèrent le passé de Mike sans hésitation. Les bagarres anciennes,
les rapports de police, ses fréquentations d'autrefois. Ils parlèrent de l'année qui avait suivi l'accident, de son isolement, de son comportement parfois instable. Tout était présenté comme des faits objectifs, détachés de toute empathie. Leur objectif était clair, faire apparaître Mike comme un homme dangereux, incapable d'offrir un environnement sûr à ses enfants. Mike écoutait, les mâchoires bien crispées. Chaque mot faisait remonter des souvenirs qu'il aurait préféré laisser enfouis. Il sentit la colère monter, ce réflexe ancien prêt à exploser. Mais il resta immobile. Il pensa à ses filles, à leurs regards inquiets, à la manière dont elles sursautaient encore parfois lorsqu'une porte claquait. Il respira lentement, s'obligeant à rester présent, à ne pas céder. Lorsque vint le tour de Sarah, le ton changea. Elle ne chercha pas à embellir le passé de Mike. Elle ne le nia pas. Elle le contextualisa. Elle parla de l'accident, de la perte brutale, de la façon dont un homme pouvait se perdre après un tel choc. Puis elle présenta les faits récents, les preuves concrètes, les évaluations psychologiques montrant l'évolution de Mike, les attestations de suivi thérapeutique, les documents prouvant la stabilité retrouvée de son domicile et de son travail. Elle évoqua ensuite le parcours des filles, leur disparition des radars officiels, les rapports évoquant des ecchymoses inexpliquées, des comportements alarmants jamais approfondis. Elle présenta les incohérences, les omissions, les documents modifiés. Peu à peu, le regard du juge changea. La salle sembla retenir son souffle, tandis que se dessinait un tableau bien plus sombre que celui d'un père au passé trouble, celui d'un système qui avait failli. Des témoins furent appelés, des voisins parlèrent des filles, de leurs progrès, de leurs sourires timides redevenus possibles. Des professionnels évoquèrent les signes de reconstruction observés depuis leur retour auprès de leur père. Mike écoutait, stupéfait, comme s'il découvrait ses propres enfants à travers le regard des autres. Puis survint l'inattendu. Pendant une suspension d'audience, un mouvement attira l'attention. Un garçon entra dans la salle accompagné d'un adulte. Il portait des vêtements propres, trop grands pour lui, mais son visage était déterminé. C'était Ethan. Il insista pour parler. Il déclara qu'il avait vu les filles vivre à la décharge, qu'il savait ce qu'elles avaient enduré. Sa voix tremblait parfois, mais ses mots étaient clairs. Il décrivit la faim, le froid, la peur constante. Il parla de la manière dont elles se serraient l'une contre l'autre pour dormir, de leurs bleus, de leurs cauchemars. Il raconta aussi autre chose. Il dit avoir vu Mike au cimetière, semaine après semaine, parlant à des pierres parce qu'il croyait ses filles mortes, incapable de les abandonner même dans la mort. Un silence lourd suivit son témoignage. Le juge regarda tour à tour les dossiers, les avocats, puis Mike. Ce n'était plus seulement une affaire de procédure. C'était une histoire humaine, crue, impossible à ignorer. La décision tomba après une délibération qui sembla durer une éternité. Les manquements de la protection de l'enfance furent reconnus. La tutelle complète fut accordée à Mike Carter avec effet immédiat. Les mots résonnèrent dans la salle comme un écho irréel. Mike sentit ses jambes faiblir. Il ne chercha pas à paraître fort. Il laissa l'émotion l'envahir. À la sortie, Chloé et Mia l'attendaient. Lorsqu'elles comprirent, elles coururent vers lui et se jetèrent dans ses bras. Cette fois, leur corps n'était plus tendu. Elles s'accrochèrent à lui avec une confiance entière, libérée. Les larmes coulèrent, mais ce n'était plus celle de la peur. C'était celle d'un soulagement profond, presque douloureux. Les mois qui suivirent furent consacrés à reconstruire. Ils quittèrent l'appartement pour une petite maison dans une rue calme. Les filles choisirent leur chambre, discutèrent des couleurs, rirent pour des détails insignifiants. Mike apprit à cuisiner correctement, échouant souvent, provoquant des éclats de rire qui lui semblaient encore irréels. Ils suivirent une thérapie familiale, apprenant à mettre des mots sur les silences, à apprivoiser la stabilité. Un jour, Mike retourna au cimetière. Cette fois, il se rendit à la tombe de Lorraine. Il s'assit longuement, tenant son téléphone entre ses mains. Il regarda une photo des filles, couverte de farine après une tentative ratée de pâtisserie. Il parla à voix basse, racontant leur nouvelle vie, leurs progrès, leurs disputes, leurs rires. Il lui dit qu'il avait changé, non par obligation, mais par amour. En quittant le cimetière, Mike comprit que le passé ne disparaîtrait jamais complètement. Il resterait comme une cicatrice. Mais une cicatrice n'est pas une plaie. Elle témoigne de ce qui a été surmonté,
Devant lui s'étendait désormais une vie ordinaire, faite de petits matins pressés, de devoirs scolaires, de fêtes improvisées. Et dans cette banalité retrouvée résidait le plus grand des miracles. Il avait perdu sa famille une fois, à cause du mensonge et de l'indifférence. Il l'avait retrouvée grâce à un enfant que personne ne regardait. Et chaque jour désormais, il choisissait de revenir, encore et encore, parce que c'est ainsi que se construit une famille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et les nouveaux récits. Le prochain épisode pourrait être encore plus fort que celui-ci. Cliquez maintenant sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un à qui il est important de rappeler que les miracles arrivent quand plus personne n'y croit. Et dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous regardez. Je lis et je réponds.